كايل عبد المالك، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مرفوق بعضو اللجنة خليل البكر، والمستشار عنده تمثيل عالي في الدولة الموريتانية، وعنده مسؤوليات أنها تطلع على حقوق الإنسان، جميع الانتهاكات اللي يتعرض لها الإنسان على التراب الموريتاني سواء كان مواطن أو مقيم. فلذلك أنا في إطار هذه المهمة قائم بجولة في ولاية الحوض الشرقي، مقاطعات ولاية الحوض الشرقي كاملها، ومن ضمن المقاطعات باسكنو، ومن ضمن التجمعات اللي للمقيمين المهمة هو تجمعكم انتم هذا اللي هو تجمع برة. كنت نقبض البيانات الإحصائية من عند السلطات الإدارية ويعطوني معلومات على إحصاء العدد الإجمالي. أنا جاي هون مهمتي الأساسية هي عني نجيل المخيم ونطلع على وضعية حقوق الإنسان، وراه ولاية نعطى لكم الكلام وكل واحد يتكلم بحرية، لا يشعر بأنه فهم سلطات إدارية ولا غيرها. واللجنة مطالبة بعد أنها تقبل حقيقة ما يجري وحقيقة وضع حقوق الإنسان داخل المخيم، وجميع الملاحظات ما يخجل حد من يقول ذاك اللي يختار يقول. نظرا لأنه الحضور عدد كبير، أصلا كنت نقبض كل قطاع معين من الفئات العمرية أو الجنس، يعني ذكور وإناث حسب المنظمات، نقبض كل واحد يعود يتكلم عن مجموعة، وكنت نعطي الكلام للمجموعة كاملة، وذلك الحمد لله العدد كبير. لكن نقترح عليكم أنه لا تعود الكلمة الرئيسية عند المنسق العام، ولا تعود كلمة النساء عند واحدة من السيدات، ولا تعود كلمة الشباب عند واحدة من الشباب. هذا اللي تعودوا قابلين ذا التوزيع، لأنه احنا نختاروا نجبروا الآراء من مختلف الزوايا، ما نختاروا تعود محصورة لا في المنسق العام رجل محترم قدموه لي الإدارة على أساس أنه رجل محترم وقائم بعمله، ولكن احنا كمنظمة كهيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان نختاروا ما يبقى فهمشي ما سمعناه. لذلك لا نعطوه هو الكلمة، ولا هي نقترحوا امرأة تعود تتكلم باسم العليات، ولا نتكلم نقبضوا شاب يتكلم باسم الشباب. إلى عاد هون فئات قومية حسب اللي شفت من الترجمة نفهم على الأقل قوميتين، واحدة من هذو 3 قوميات، واحدة من هذه المداخلات أو هذه الشخصيات 3 اللي يتدخل واحد، كل قومية يعود منها واحد. هذا اللي تعودوا قابلين، إذا تعودوا معكم قابلين ودايرين أمركم الله برقاج واحد، أما اللي تعطوها أنا ما عندي. المهم عندي بعض المعلومات من مصادر متعددة. Excellence, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme en République islamique de Mauritanie, Monsieur le Hakim de la Mourata de Bassikounou, honorable député à l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, Messieurs les membres des délégations nationales, régionales, locales, Mesdames et Messieurs les représentants du HCR ici, Mesdames les leaders, Messieurs les leaders, toutes sensibilités comprises, nous sommes très honorés par votre arrivée, Excellence. Je tiens pour commencer d'abord à exprimer nos sentiments aujourd'hui que l'occasion s'est présentée à nous, qui est une occasion très rare. Je tiens à exprimer les sentiments de tous ces réfugiés que vous avez devant vous. Les réfugiés qui sont devant vous, au nombre aujourd'hui sensiblement égal à 120 000 réfugiés dans 9 km², sont en train d'aller vers de finir leur 14e année de séjour en République islamique de Mauritanie. Je tiens, Excellence, à remercier l'État de la République islamique de Mauritanie, son peuple, pour sa détermination implacable à donner l'hospitalité, la fraternité, la sécurité à tous ces réfugiés qui sont devant vous, qui sont chassés de leur pays
soit pour des raisons sécuritaires, soit pour des raisons économiques. Excellence, Monsieur le Président, nous savons parfaitement bien, nous avons défini les contours de votre mission, nous l'apprécions très bien. Je tiens à vous dire qu'au cours de notre premier séjour en Mauritanie, suivi de notre second séjour en Mauritanie, pendant 14 ans, aucun réfugié n'a subi le moindre choc, quoi qu'il soit, ni dans sa personne physique, ni dans son bien, ni dans sa personne morale. Quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa provenance géographique du Mali, d'où il vient. Vous avez des réfugiés en arc-en-ciel. Depuis 14 ans, nous sommes là. Nous n'avons jamais reçu le moindre choc dans nos personnes physiques, ni nos personnes morales, ni notre bien. Nos biens, nous avons été dignement et honorablement protégés. Voilà pourquoi je dis, j'ai l'habitude de dire, voilà, merci. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que la République islamique de Mauritanie est le premier bailleur de fonds pour les réfugiés maliens qui sont sur son territoire. Parce que le plus difficile, qui est la protection, qui est la sécurité, a été obtenu. Excellence, je suis un homme de 77 ans. J'ai vécu au Mali pendant plusieurs années et pratiquement j'ai vécu toutes les formes de gouvernance depuis l'époque coloniale jusqu'à ce que nous avons été chassés de notre territoire. J'ai l'habitude de dire, je mesure mes mots, je les dis avec gratitude et fierté. Les premiers grands pas de la démocratie, nous les avons appris ici. Nous les avons marqués ici sur le territoire de la République islamique de Mauritanie. Nous sommes en train de vivre une vie de liberté, une vie de fraternité. Et c'est ça qu'il faut pour redonner l'espoir et la chance à un peuple qui est venu très traumatisé. Excellence, la Mauritanie n'a pas envoyé des gens au hasard ici. C'est des techniciens qui sont bien choisis. C'est des élus qui sont bien choisis. Depuis l'administration, les élus, les corps habillés que je remercie, je vois l'MDL chef Yahmelou, je le vois ici, peut-être ici pour la première fois en uniforme, mais peut-être que j'ai l'habitude de le voir en tenue civile, je ne pouvais pas savoir que c'est un gendarme. Pour vous dire que ce sont nos frères qui sont là. Ce n'est pas des militaires qui sont là, ce sont nos frères qui apportent leur valeur ajoutée en termes de protection pour les réfugiés. Ici, le Peul, le Touareg, l'Arabe noir, l'Arabe blanc, le Touareg noir, le Touareg blanc, le Bambara, le Songoï, le Marka, le Diaka, le Bozo, toutes les ethnies sont sur le même piédestal. Je l'ai dit à haute et intelligible voix, parce que comme on l'a dit, il y a un adage soudanais qui dit Barkana Sabi Bigomni Yarkoitala Husuba Gomni Masigarga, que celui qui ne reconnaît pas le bonheur d'hier, que le Tout-Puissant fasse en sorte que le bonheur de demain ne le retrouve pas vivant. Excellence, comme choc, permettez-moi, avec la permission, votre permission, la permission des autorités qui sont à votre droite et à votre gauche, de vous dire, nous avons toujours inscrit la République islamique de Mauritanie comme notre premier bailleur de fonds. C'est une vérité. Le réfugié circulait en toute liberté de Birmougraine jusqu'à Rosso, de Nouakchott jusqu'à Fassala. Le marché du travail est ouvert pour eux. Les bergers font l'élevage, ils glanent des sommes importantes auprès des richissimes hommes d'affaires
éleveurs mauritaniens, les agriculteurs sur la zone de la vallée. Le marché du travail est ouvert pour eux. La pêche, elle est ouverte pour les réfugiés dans la zone de Nouadhibou. Même les mines de Taziast sont ouvertes pour les réfugiés s'ils le veulent en qualité de mineurs. Cette somme amassée par les réfugiés, c'est ce qui fait l'opulence de ce camp. C'est ce qui fait la singularité de ce camp. Ce camp est reconnu dans le monde comme un laboratoire, comme un camp exceptionnel. Ce n'est pas de l'argent venu d'outre-mer qui a fait cette exception de Mberra. C'est de l'argent local, de la valeur ajoutée locale. Je demande la permission de tous pour plaider, faire ces plaidoyers. Aujourd'hui que toutes les autorités sont là, dans la mesure de la sécurité, parce que la sécurité, elle est primordiale. Si on peut lâcher les mouvements de quelques-uns pour assurer la fluidité de la valeur ajoutée, excellence, ça c'est un grand plaidoyer pour nous. Vous comprenez aujourd'hui qu'il n'y a plus d'argent dans le monde. L'Union européenne, 27 étoiles, n'offre plus de la nourriture que pour 4000 réfugiés et quelques, sur une échéance de 6 mois. La Corée du Sud... Attendez-moi. Donc c'est pratiquement le tiers qui est couvert par le tiers. 4000, vous avez... 4000 sur 120 000, il n'y a plus que 4000 personnes et quelques qui sont assurées par ECHO, le programme humanitaire de l'Union européenne. Vous voyez la proportion, 4000 sur 120 000 à l'intérieur du camp. La Corée du Sud, pour ces 120 000, il n'assure qu'une donation de 7,5 kg de riz par mois pendant une période de 6 mois. Combien la quantité? 7,5 kg de riz pendant 6 mois. 7,5 kg par personne pendant 6 mois. Pour les 120 000 ou pour les 4 000? Pour les 120 000, non pas pour 45 000, seulement pour 45 000 réfugiés. Et ça, dans 6 mois, il faut renégocier. Dans 6 mois, il faut renégocier. Vous comprenez, Excellence, que n'eût été la volonté inébranlable du peuple mauritanien qui nous offre ses services, qui nous ouvre ses marchés, qui nous ouvre ses ressources naturelles dont nous profitons. Vous comprenez que ce climat de gaieté, de fierté et de joie ne serait pas au rendez-vous aujourd'hui que vous êtes là. Voilà pourquoi je fais le plaidoyer de la libre circulation avec la mesure, je dis bien la mesure de la sécurité. La sécurité avant tout. Qu'est-ce que vous entendez par libre circulation? Je dis libre circulation. Dès qu'un réfugié, autrefois, avec son attestation prima facie, drapeau mauritanien, HCR, valide, et là, il a en main, on lui donne la possibilité d'aller où il veut et d'avoir le marché du travail où il veut. Voilà ce que j'entends par libre circulation. Et je dis tout ça, c'est dans la mesure de la sécurité, parce que rien ne vaut la sécurité. L'afia mounak. Maintenant, autre chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de revoir que demain, si nous avions une visibilité dans le passé, aujourd'hui, nous n'avons plus de visibilité pour le retour. Donc, ici, le camp, aujourd'hui, c'est notre avenir. Le camp, c'est notre avenir. Parce que ce n'est pas le Mali seulement qui a des difficultés, c'est tout le Sahel qui a des difficultés. Le problème d'insécurité métastase tout le nord, tout le Sahel. Donc, on se pose les questions, dans combien d'années nous resterons? Et on voit déjà l'avenir de nos enfants. Les écoles, encore un grand merci au département mauritanien de l'éducation nationale, un grand merci au département mauritanien de la santé,
qui ont pris ces secteurs à bras le corps et qui ont inclus les réfugiés dans la dynamique mauritanienne de développement. Nous sommes ici dans ces camps aujourd'hui avec des études. Par exemple, des proportions pour les enfants scolarisés dans le camp. Normalement, vous posez, Excellence, une question technique. Je vais me permettre de répondre à ma qualité d'éducateur parce que je suis enseignant de profession. Je sais que la fourchette scolarisable qui va de 6 ans minimum à 8 ans maximum est de 14%. Maintenant, l'enseignement regarde dans la globalité. L'enseignement, on a un regard macro sur l'éducation. Il faut donner aussi la chance aux adolescents qui ont eu une rupture de banc ou qui ont commencé les études au Mali. Donc, les 14% de notre population sont dans la fourchette de 6 ans à 8 ans, c'est-à-dire dans la fourchette scolarisable. Exact. Donc, je dis, vous avez cette idée de grandeur que je vous donne pour voir dans la proportion quels sont les moyens en termes d'encadrement pédagogique, en termes Ils sont tous scolarisés. Ils doivent être scolarisés, ils ne sont pas tous scolarisés. C'est ça ma question. Ils ne sont pas tous scolarisés, mais ils doivent être scolarisés. Il y a aussi des jeunes qui sont en rupture de banc, qui souhaitent aussi se rattraper. Et c'est l'opportunité des camps de réfugiés. Donc, il faut leur ouvrir aussi des opportunités de rattrapage. Je vais simplement vous dire par là que nous souhaitons que la République islamique de Mauritanie, qui a tout fait et qui continue de tout faire pour nous, nous ouvre l'éventail des secteurs universitaires et professionnels. Puisqu'aujourd'hui, moi qui vous parle, j'ai 3 enfants qui sont nés à Bassiknou. On a des milliers d'enfants qui sont nés ici. Donc nous nous considérons comme des Mauritaniens. Donc, à cet effet, je me dis que pourquoi pas avoir... Monsieur Mohamed, vous êtes un bon orateur. J'ai mal à suivre ce que vous avez dit concernant la scolarisation. Donc il y a un manque de scolarisation parmi les enfants dans le camp. Nous voulons... Mais vous n'avez pas une proportion des enfants non scolarisés. Par respect à votre excellence, par respect à votre excellence, je vais éviter de vous donner des chiffres parce que le département mauritanien de l'éducation et de la santé sont à Nouakchott. Donc, faites le plaidoyer aussi pour la prise en charge des enfants victimes de partitions scolaires. Exactement. Et les enfants aussi qui doivent continuer leurs études. L'accès à l'université. On a des bacheliers ici aujourd'hui qui ont leur baccalauréat en poche, mais qui n'ont pas la possibilité d'aller continuer à l'université à Nouakchott. Maintenant, dans le domaine des vivres, nous avons fait un excellent travail avec notre pays d'accueil et nos partenaires, les HCR. Au moment où nous attrapions l'autonomisation, les chocs de l'insécurité a ressurgi au Sahel et beaucoup de réfugiés sont rentrés en Mauritanie. Aujourd'hui, sur toute cette longue frontière allant de Nebeykat el-Ahwash jusqu'au-delà de Ad el-Bagrou, vous avez des milliers de réfugiés qui rentrent sur une frontière poreuse et qui viennent se poser en fardeau sur nos frères hôtes qui sont en train de croupir sous notre fardeau et le fardeau de notre bétail. Donc le plaidoyer, c'est de regarder comment il faut appuyer ces populations hôtes parce que c'est le navire sur lequel nous sommes en train de naviguer. S'il chavire, nous sommes tous à l'eau. S'il tient bon, nous allons tous passer de l'autre côté au cap de Bonne-Espérance. Donc, porter à bras le corps, disons,
l'autonomisation, la prise en charge des populations hautes dans les domaines régaliens de l'eau, de la santé, de l'éducation, de toutes les infrastructures, est aussi une manière d'aider ces réfugiés que nous sommes. Comme on le dit chez nous, gave bien la maman, ses seins seront remplis de lait qu'elle va sécréter au bébé. C'est une image des réalités. Ils nous portent sur leur dos. Honorable que vous avez à côté de vous, j'ai logé dans sa famille. Et ce n'est pas ma famille singulière qui a logé, c'est des centaines de réfugiés qui ont logé chez lui. Et pendant des jours à Fassala, il a mis ses voitures à notre disposition pour nous ravitailler en eau de Mardallah, au centre de transit de Fassala. Vous parlez de l'honorable député. Honorable député Mohamed Mahmoud, qui est un grand batailleur pour ce qui concerne, en tout cas, le bien-être des réfugiés sur son territoire national qu'il a l'honneur de représenter en tant que député de son État. Alors, je m'en vais vous dire, pour ce qui est en tout cas de la jeunesse, c'est un secteur extrêmement important. La jeunesse représente 70% de la population ici. La jeunesse, vous tirez les 70% des 120 000. Ça vous donne une idée de grandeur. La jeunesse, c'est là que puisent tous les trafics mafieux. C'est là que les passeurs des migrants puisent. C'est là que les gens qui font la drogue puisent. C'est là que les terroristes puisent. C'est ça que les conflits interethniques puisent. C'est là que tous les trafics mafieux puisent. Où que se trouvent les jeunes. Donc, partout où se trouvent les jeunes, il faut les occuper. C'est la seule stratégie qui va à la fois bénéficier pour nous, pour les populations hautes, pour la Mauritanie dans sa globalité, pour l'Europe, pour l'Amérique, pour le monde entier, parce que la problématique de migration sera étouffée depuis la frontière ici. On ne doit pas attendre Nouakchott ou au-delà de Bassikounou pour trouver des solutions. La solution, ce que je propose, il faut mettre des richesses. Il faut considérer la Muqata'a de Bassikounou comme une Muqata'a qui est soumise à un choc extrêmement grand. Que quelle que soit l'éloquence de quelqu'un, il ne peut pas vous décrire les souffrances qu'ils sont en train de vivre. Feu de brousse, sécheresse, acridien, choc migratoire, et j'en passe. Vous comprenez? Donc voilà, Excellence, nous sommes adossés à eux. Il faut nous les renforcer, nous les engraisser, pour que, en tout cas, le dromadaire qui nous porte sur son dos ne risque pas de tomber. Donc voilà, grosso modo, alors, donc je dis cette jeunesse, il faut la regarder de façon concrète, créer des activités pour la jeunesse, des activités génératrices pour les femmes, des activités d'entrepreneuriat pour la jeunesse et les femmes. Le HCR est en train de se battre à bras-le-corps. C'est un excellent partenaire avec le PAM et d'autres partenaires. Ce sont d'excellents partenaires, mais qui ne peuvent pas se battre les mains vides. N'eût été qu'ils se battent aujourd'hui en Mauritanie, je ne suis pas sûr que c'est quand vous les trouverez dans pareilles conditions. Je ne vais pas m'éterniser le micro à la main parce que je vais donner l'opportunité à certains qui veulent ajouter quelque chose à ce que j'ai dit, mais je me résume en vous disant félicitations à tous les secteurs d'intervention de la République islamique de Mauritanie, en commençant par l'administration, les élus, les corps habillés, qui ont fait un excellent travail. Félicitations pour les Nations Unies, qui ont fait un excellent travail. Et vous avez aujourd'hui un cadre de coexistence pacifique qui est un modèle à travers le monde. Je vous l'ai dit en tant que témoin. En 2023, j'ai été envoyé comme représentant de MENA à Genève pour représenter les réfugiés de MENA à Genève. Middle East
ME comme Middle East, NA comme North Africa. C'est le desk du Maghreb et du Proche-Orient. Voilà, et du Moyen-Orient. Donc la Mauritanie a été citée comme un exemple à l'échelle internationale et la Mauritanie a été ovationnée par 193 pays. Et voilà pourquoi j'ai dit, le plus difficile, ce n'est pas de trouver l'argent. Le plus difficile, c'est de trouver l'argent, de le conserver et de le rentabiliser. Donc nous avons un chantier qui marche très bien. Il a bien marché, grâce aux uns et aux autres de tous les partenaires que j'ai cités. Mais le plus difficile, c'est que chacun se batte pour qu'il n'y ait pas de maillons faibles. Sur ce, Excellence, permettez-moi, avec la permission, avec mes excuses d'avoir plus de 10 minutes, je vous souhaite un très bon voyage. Et encore. Les problèmes que vous rencontrez directement avec le gouvernement. D'ailleurs, que je voudrais vraiment saluer et remercier de vous avoir donné cette opportunité et aussi d'avoir été très transparent et ouvert et voulant donner la parole à tout le monde de manière très équitable. Donc voilà, nous ce matin, on avait rencontré aussi des membres de la communauté locale qui ont également exposé les problématiques auxquelles ils font face. Et j'avais réitéré d'ailleurs notre appréciation que j'ai entendu également au moment réitérer certains d'entre vous. Appréciation pour le gouvernement mauritanien de maintenir la politique des portes ouvertes, vraiment d'accueillir les réfugiés et de permettre accès à leurs droits et aux services de base au même titre que les Mauritaniens. Et j'avais également souligné l'importance de la coexistence pacifique qui existe et dont beaucoup d'efforts ont été déployés par la communauté locale, mais également par vous-même. Je pense que d'où ce qu'on a entendu, il y a certaines problématiques qui sont revenues plusieurs fois et j'étais personnellement contente de vous entendre les exposer directement à Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme. J'avais entendu la problématique sur la liberté de circulation, l'accès à l'éducation supérieure, etc. Et également, il faudrait reconnaître, et vous l'avez déjà fait, que beaucoup d'efforts ont déjà été faits et on est vraiment reconnaissant et remerciant le gouvernement pour tout ça. Merci beaucoup. مرة أخرى شاكركم على التجاوب الإيجابي مع هاي البعثة اللي جاءتكم برئاسة صون إكسلانس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشاكر معالي الرئيس على رحاب الصدر على فتحه المجال لجميع الناس ياك يسمع إشكالات المتعلقة بحقوق الإنسان عندها كما أشارت الأخت آمال بعدالة منقطعة النظير ومتحرية على أنها تسمع الأصوات كاملة. هذا هو كما تعرفوا حقوق الإنسان ما تخص مواطن وحده، من ما هو مواطن، من لاجئ، من ما هو لاجئ، من مهاجر. حقوق الإنسان حقوق الإنسان معناه أن أي بشر من لحم ودم عنده حقوق وعنده واجبات وعنده حقوق يلا تنصان له يبحث إذا كانوا جابرها ويا كانوا عايش بها بشكل طبيعي. وهذا هو دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اتجاهكم انتم وفي اتجاه المواطنين، متحملة مسؤولية ومتحملة المسؤولية وجايتكم ومتحملة عناء السفر ياك تسمعكم وتصنت لكم وتعرف وضعيتكم. وبالتالي انتم ينطبق عليكم ينطبق على المواطن الموريتاني. كيف ما عندنا احنا كسلطات إدارية ما لنا ميزين بين اللاجئ والمواطن. المنهجان عنده مشكلة نحلوها له والأطباب مفتوحة للمواطنين واللاجئين. حتى مولي حقوق الإنسان هذا هي جاتكم ياك تساويكم انتم المواطنين وتقدم لكم نفس الخدمة وتنعت لكم نفس العناية والرعاية اللي أعطيتكم. أول نبقى نقول باختصار وشاكركم على إدلاء بآرائكم بكل حرية وعلى الإصغاء وعلى الاستقبال اللي خاصيتوا به سيادة الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله.
أنا بالحقيقة شاكر السلطات الإدارية المحلية والمنتخبين على مؤازرتهم لمساعدتي في هذه الزيارة اللي هي أول من نوعها الرئيس لجنة وطنية لحقوق الإنسان لهذه المقاطعة. خاطر نأكد لكم هون على أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية وفي الحكومة وفي اللجان الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان اللي نمثل أنا هون، على أنها مستمرة في الالتزام بالتزاماتها الدولية المتعلقة باللاجئين. زيد على ذاك هذه الالتزامات الدولية، زيد على ذاك حق المواطنة والأخوة اللي موجودة بين الشعبين المالي والموريتاني. وأنا حقيقة متأثر بالكلمة اللي قالت الخت اللي دخلت، اللي قالت عنها ما تميز يا كان في بلدها والله هون، وهذا بالفعل هو بلدها. الشيء اللي لا نأكد عليه هون إن شاء الله إنه حد جاي قاطع هذه المسافة الطويلة اللي صعيبة ما هي سهلة، معناها إنه جدي ذاك المسألة اللي قايم فيها. وعلى هذا اللي عبرتوا عنه كامل من تطلعات ومشروعة ومن مطالب ومشروعة، إن شاء الله تعالى ندورنا نتعامل معها بنقلها شورى الجهات المختصة المعنية بها من أجل مساعدتكم، وبالتالي تقدروا تحسبوا علينا كشريك. ولا يعود إن شاء الله وهذا اللقاء معاكم لا يعود إلا سنة، لا أنتم ولا تواصلوا إن شاء الله على الدوام. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.